Rebonjour tout le monde. Et on accueille, j'ai oublié ton prénom. Antoine Janin. Antoine Janin de la société Cinétique. Donc on a parlé de toi juste avant, en fait, parce qu'on a dans le chat que des amateurs de VR. On a un petit peu plus sensible que d'autres au motion sickness. Et donc est arrivée une question dans le chat de est-ce que vous avez vu des trucs pour le motion sickness à Laval? Et on a dit oui. Cinétique. Donc je te laisse te présenter l'entreprise et ce que tu fais. Alors moi je suis Antoine Janin, je suis un des cofondateurs de Boarding Ring. Le nom de la société c'est Boarding Ring. Cinétique c'est le dispositif pour la réalité virtuelle. Okay. On est spécialiste à la base des solutions contre la cinétose, plus précisément contre le mal des transports. Donc la première solution qu'on a développée c'est une paire de lunettes avec un liquide à l'intérieur qui permet d'éviter le mal des transports dans n'importe quel véhicule. On a vendu plus de 40 000 paires de lunettes depuis 2015 et fort de cette première expérience, on a pensé que notre approche était utile pour cibler la cybercinétose, puisqu'en fait, mal des transports et mal de la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est dû à un conflit entre ce que voit l'œil et ce que perçoit le sens de l'équilibre et l'oreille interne. Et donc on a décidé de développer un petit accessoire qu'on rajoute dans les casques de réalité virtuelle, qui s'appelle Cinétique VR, et qui est composé de deux écrans. Alors je ne sais pas si c'est très voilà, je sais pas si c'est très télévisuel, mais en gros on les place de part et d'autre de l'écran principal et ces petits écrans vont afficher des points lumineux qui bougent uniquement quand on bouge la tête et indépendamment de ce qui peut se passer sur l'écran principal. L'idée c'est que malgré l'immersion qu'on peut avoir dans le casque, on aura en permanence des repères visuels qui nous raccrochent à la réalité et qui sont cohérents avec ce que perçoit l'oreille interne. Donc on supprime le conflit sensoriel malgré l'immersion forte du casque de VR et donc on la rend plus agréable et plus longue aussi parce que les gens qui sont vraiment malades sont obligés de stopper l'immersion assez rapidement. Et surtout, on permet aux développeurs de contenu de pouvoir s'affranchir de toutes les brides qui se sont imposées comme la téléportation, etc., qui cassent un peu l'expérience utilisateur et l'intérêt de la réalité virtuelle et qui enlève un petit peu le réalité du mot réalité virtuelle, quoi. Et donc en fait l'idée c'est que vraiment ce support lumineux que tu as dans le casque, en fait s'équilibre par rapport à l'horizon réel, c'est ça l'idée? C'est ça. Il y a une centrale inertielle qui va capter le mouvement de la tête et le retranscrire sur le mouvement des points à l'intérieur du casque, quel que soit le mouvement qu'il y a sur l'écran principal. Donc on est constamment relié à la réalité, à l'inertie en fait que ressent le corps et on resynchronise en fait les sens. D'accord, et donc on se base sur la vision périphérique, je Exactement. suppose, parce que tu le mets sur le côté du casque. Et est-ce que ça crée une gêne pour l'utilisateur, puisque tu as un écran supplémentaire en fait qu'on vient rajouter ici, qui viendrait justement entre guillemets polluer la vision par un flash de lumière sur le côté? Ouais, c'est pas très perturbant. On peut le remarquer les 2-3 premières minutes quand on l'utilise, et puis en fait l'immersion est tellement forte sur l'écran principal qu'on en fait vite abstraction. Surtout que la luminosité des écrans centraux est bien plus importante que la luminosité de nos écrans à nous. Et surtout, en fait, comme c'est un signal qui est confortable dans le sens où il harmonise les sens, le cerveau va le traiter en arrière-tâche en fait, et il ne va plus s'en occuper. En tout cas, ça ne gêne pas du tout la vision consciente. Ce qu'il faut comprendre dans la vision, c'est important, c'est que la vision, l'œil a deux fonctions. Il a une fonction de vision centrale, volontaire, consciente, qui permet de lire, de reconnaître les visages, de voir les couleurs, etc. Et la vision périphérique, qui est une vision inconsciente, qui voit que le noir et le blanc et qui capte que le mouvement. Et celle-là, elle participe au sens de l'équilibre uniquement. Et donc c'est pour ça que c'est par la voie périphérique qu'il faut qu'on apporte nos informations, parce que nous, c'est à cette vision périphérique et c'est au sens de l'équilibre qu'on veut s'adresser. D'accord. Et dans le chat, on demande pourquoi une solution matérielle plutôt qu'une solution logicielle? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rendre ce repère visuel directement dans la simulation? Non, c'est une très bonne question, mais aujourd'hui les casques, la plupart des casques de VR ont un champ visuel d'environ 120 degrés. C'est vraiment la limite de la vision périphérique. La vision périphérique, elle est plus large et donc il faut aller vers les 200 degrés pour avoir cette vision périphérique. 180, enfin, on va dire entre 160 et 200 degrés, c'est la vision périphérique.
Et ce casque-là ne le permet pas. Donc on est obligé de rajouter quelque chose encore plus en périphérie de l'écran principal. Maintenant, il y a des casques, il y a des nouveaux casques qui arrivent, comme le Vario, comme le Pimax, qui sont avec des champs visuels beaucoup plus larges. Et à ce moment-là, on pourra imaginer une solution soft. C'est pas impossible. Donc en fait, c'est exactement pour la même raison que tu nous expliquais tout à l'heure, que c'est la vision périphérique qui s'adresse à l'équilibre, donc on est obligé de taper directement à cet endroit-là. C'est ça. Sinon, c'est pas utile. C'est exactement ça. C'est pour ça aussi que les lunettes qu'on a développées contre le mal des transports, elles ont un niveau de liquide qui bouge en périphérie et pas au milieu de la vision centrale. D'une part parce que ce serait très gênant et surtout parce que ce serait beaucoup moins efficace. D'accord. Et donc j'ai vu en passant sur votre stand que vous avez été nominé et que vous avez eu un des awards du CES en 2019. 2019, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ça fait combien de temps que vous commercialisez ce système? Alors on a commercialisé ce système fin 2020 et début de cette année. Là en ce moment on fonctionne par série. Donc, on a vendu une première série, on prépare la deuxième qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et en faisant des petites améliorations, parce qu'on voit toujours des petites choses à améliorer, principalement du software, donc ça pourrait se faire sous forme de mise à jour à distance, mais même au niveau hardware, on a des petites optimisations. Donc voilà, on le commercialise depuis assez récemment. Nous, on existe depuis 2015, la VR, on y travaille depuis fin 2017. Et voilà, et aujourd'hui le produit arrive quasiment à maturité en 2021. Et du coup, quels sont ces premiers clients sur ce premier lot? Alors on a eu pas mal de gens qui travaillent chez les constructeurs de casques, évidemment ça les intéresse beaucoup, puisque l'objectif à terme pour nous, ça reste aussi quand même de se faire intégrer directement en natif par les casques. La plupart des composants qu'on utilise nous, ils sont déjà présents dans les casques, donc ça ne sert à rien de faire un doublon avec deux centrales inertielles, etc. Et sinon, c'est des grandes boîtes industrielles qui font par exemple de la formation en VR. Il y a beaucoup ça en ce moment. Ouais, c'est principalement ça nos clients aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que c'est envisageable en grand public de se procurer des Bien sûr, là, quand notre système est en vente, il est en vente sur notre site. N'importe qui peut l'acheter, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Il n'y a pas de limitation. Ok. Et j'ai une compatibilité aussi. Ouais, alors aujourd'hui, on est compatible sur le gamme HTC, Vive Pro, Focus. Il faut qu'on développe, on est déjà en train de travailler sur les adaptations pour les Oculus et les autres casques du marché. C'est vraiment qu'une question de forme, en fait, de place qu'il y a à l'intérieur du casque, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Ouais. Et du coup, on a une question, on retourne un peu dans la technique du coup, et je vais compléter la question du chat. Est-ce qu'il y a des mouvements sur lesquels c'est plus efficace, horizontal, vertical? Et surtout, j'ai vu que la démo que vous faites, c'est un grand classique de la VR qui rend malade, c'est le roller coaster. Et il y a un moment dans cette expérience, on se retourne. Ouais. Comment est-ce qu'on gère parce que là, on ne peut plus garder un repère cohérent, si? Si, c'est pas gênant parce qu'on se retourne dans la VR, mais dans la vraie vie, la tête reste droite. Donc il suffit d'avoir des points qui bougent pas en fait. Nous, on va voir les points, on va les animer uniquement quand on bouge la tête. Donc si nous, dans la vraie vie, on fait un looping, là, il va falloir avoir des points qui défilent dans tous les sens. Il n'y a pas de mouvement préférentiel dans lequel ça va mieux fonctionner que d'autres. Les mouvements qui rendent le plus malade, ça reste le défilement et la translation latérale, c'est quelque chose qui rend beaucoup malade. Ça fait défiler énormément d'images devant les yeux. Mais nous, on a remarqué plus une différence en termes de susceptibilité. Les gens qui sont très malades vont remarquer un effet plus important que les gens qui sont parfois malades, mais pas forcément systématiquement. Ce qu'il faut noter, c'est que voilà, les gens qui sont très malades, ils vont quand même ressentir quelques effets du motion sickness, mais ça va atteindre un plafond assez rapidement et un plafond assez bas qui rend le truc tout à fait supportable et qui leur permet d'aller au bout de leur immersion. Mais ils vont quand même ressentir un petit peu, quelque chose. Et nous, on croit beaucoup, mais ça reste à prouver, qu'à force d'utiliser cette techno, on s'y habitue en fait. Et comme on montre au cerveau comment il faut faire. En fait, il faut prioriser la formation de l'oreille interne quand il y a un conflit avec l'œil. Au fur et à mesure, le cerveau fait la gymnastique tout seul et ça marche très bien. D'accord. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même il y a un temps d'adaptation. Enfin, si quelqu'un le teste, qui est atrocement malade en VR avant,
il va être moins malade, mais pas malade. Par contre, en utilisant de manière régulière le système, il va réussir à combattre l'intégralité de son problème de Ça reste de à prouver, hein. cybersécurité. Nous, c'est une hypothèse qu'on a et qu'on arrive plus ou moins à vérifier, mais il faut le vérifier scientifiquement. Ça reste à prouver ce phénomène d'habituation. Mais en tout cas, effectivement, les gens qui sont très malades, on va peut-être pas leur conseiller de faire un roller coaster tout de suite. On va leur conseiller de faire des applications un peu plus cool au début, mais au moins ils ont accès à la VR. Et petit à petit, c'est un apprentissage, hein, donc petit à petit, ils pourront accéder à des choses un peu plus dures. On a deux questions sur le chat. Déjà, on a une question au niveau du prix. Je sais pas si ça a été abordé du coup. Non, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est 250 €. 250 € Ouais. voilà, pour le device. Et on a une autre personne qui nous demande, celle qui sur le chat, qui demande s'il achète le produit et que ça ne fonctionne pas sur lui, est-ce qu'il a la possibilité de le renvoyer? Comment ça va? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on rencontre aussi de temps en temps avec nos lunettes. En général, on rentre en échange avec la personne, évidemment. On essaie de trouver une solution parce qu'il y a un mode d'emploi, il y a une façon de bien s'en servir. Si ça ne marche pas sur cette personne, évidemment, on le rembourse, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Pour les lunettes, c'est pareil, c'est quasiment jamais arrivé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple des médicaments contre le mal de mer en même temps que les lunettes et c'est forcément incompatible. Donc, on leur dit la prochaine fois, vous ne prenez pas les médicaments et puis ça marche beaucoup mieux. Ok. Pour ce qui est de vos lunettes, les Boarding Rings, est-ce qu'ils peuvent essayer d'en commander et de les essayer dans leur casque VR Alors ça on y avait pensé, mais en fait il n'y a pas de luminosité suffisante dans le casque et surtout en périphérie en fait. Pour la vision centrale, enfin pour la vision, les anneaux de face ça ira, mais il y a des anneaux avec le liquide à l'intérieur sur les côtés et ceux-là ils ne seront pas suffisamment éclairés donc ça ne marchera pas bien. Okay, en plus d'un inconfort parce que nos lunettes sont assez larges pour pouvoir passer par-dessus les lunettes de vue, mais du coup ça ne rentre pas facilement dans les casques. D'accord. Ok. Et du coup, moi je vais avoir une dernière question. Comment vous est venue l'idée en fait d'une part de traiter le mal des transports avec ce système-là, et puis ensuite de basculer sur des systèmes immersifs? Alors c'est une assez longue histoire. Boarding Ring c'est une société familiale, on est deux frères et un père à travailler ensemble. Et c'est notre père qui a inventé l'approche sur laquelle toute notre technologie repose. Lui, il a travaillé pas mal dans l'optique par le passé. Il a un tempérament assez curieux, il aime bien s'intéresser au fond des choses. Et quand il s'est intéressé à l'optique, aux perceptions sensorielles, il est tombé sur le problème du mal des transports. Et il a vu que c'était très mal géré parce qu'en fait, la cause n'était pas traitée. On se contentait de traiter les symptômes, mais pas du tout le conflit sensoriel. Donc il a réfléchi à une solution qui aboutit à ces lunettes. Et ensuite, le switch sur la VR, il a été assez naturel puisqu'en fait, en étant dans le mal des transports, en anglais motion sickness, c'est mal des transports et c'est mal de la réalité virtuelle. Quand on faisait un peu de veille, on voyait en 2016-2017, là, quand la VR Oculus est arrivée, on en a beaucoup parlé et il y a eu beaucoup de motion sickness parce que les premières expériences en VR, c'était catastrophique. Et du coup, on s'est dit, si c'est du motion sickness, c'est la même chose, c'est de la cinétose, donc on peut le traiter pareil. Et donc on s'est dit, notre approche des lunettes, elle doit pouvoir s'adapter à la VR. Et donc on a pas mal bossé là-dessus et on est arrivé à ce petit accessoire. Super. J'ai deux questions sur le chat. Déjà au niveau de tout ce qui est autonomie, comment ça se connecte au PC? Alors c'est complètement indépendant et autonome. On a une petite batterie qui permet environ 6 heures d'autonomie. 6 heures, d'accord. On peut, là c'est le cas actuellement, on peut le brancher sur la prise du HTC pour l'alimenter, mais la batterie de toute façon est là. Voilà. Mais sinon il n'y a aucune communication, aucun branchement à faire. Ça c'était une volonté de notre part, on aurait pu chercher à récupérer les informations inertielles du capteur, mais on voulait éviter de perturber le hardware et surtout on voulait une solution qui soit la plus universelle possible et donc on a fait un truc complètement indépendant. Même pour du autonome, du coup vous n'avez même pas besoin de vous connecter au casque, même si vous vous adaptiez au Quest, c'est vraiment un truc qui est tout seul. C'est ça, exactement. Ok, super intéressant. Et la deuxième question, c'était, donc du coup on a quelqu'un qui est vraiment hyper intéressé pour commander et qui demande quand est-ce que la prochaine série sera dispo, parce que pour l'instant c'est sold out sur le site. D'ici la fin de l'année, c'est difficile de donner une date plus précise, mais d'ici la fin de l'année on aura de nouveau du stock. Ouais. Si quand tu as du stock, tu nous envoies un mail, soit sur avec plaisir, soit en direct, on sera un plaisir de relayer l'information. Ça marche. Et moi je vous invite aussi effectivement à nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. Ou Facebook, évidemment quand on relance une série, on communique et donc
il y aura de toute façon l'information qui sera diffusée. Super. Mais effectivement, ouais, je vous la partagerai. Je vous ai mis le site sur le chat et vous trouverez tous les réseaux dessus, je pense. On va vous tenir au courant. Ça va nous laisser. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Mais moi. merci à vous. C'est bon, j'ai plus de questions. Je te souhaite un bon salon du coup. Merci. Puis merci d'être venu parler avec nous. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Super.